Rebonsoir, retour en Normandie pour cette grande soirée consacrée aux élections régionales et départementales. On attend toujours les résultats officiels, mais nous disposons, vous le savez, depuis 20 heures d'un sondage Ipsos sorti des urnes qui nous en dit long sur le résultat de ce soir, sur ces régionales et ces 7 candidats qui étaient en lice. Regardez. Hervé Morin avec plus de 35% des voix, le candidat et président sortant. Derrière, Nicolas B, 20,4% pour le Rassemblement national. Mélanie Boulanger, la liste PS Europe Écologie, plus de 18%. Et Laurent Bonnetter, soutenu par La République En Marche, avec 11%. Ce sont les 4 candidats qui sont en mesure, pour l'instant, et même si les résultats se confirment, de se maintenir pour le second tour. On voit Sébastien Jumel à 9,8. Bruno Cotresse, quels enseignements faut-il tirer de ce premier tour? Surprise du Rassemblement national qui est relégué à près de 15 points derrière Hervé Morin? Oui, c'est la surprise de la soirée compte tenu des scores qui étaient annoncés au Rassemblement national par les sondages préélectoraux. Donc il a dû se passer quelque chose entre le contexte Covid, qui n'a pas beaucoup mobilisé, c'est le moins qu'on puisse dire, un électorat du Rassemblement national avec un ancrage dans les catégories populaires qui traditionnellement se mobilisent moins. Donc là, dans un contexte, elles sont sans doute beaucoup moins mobilisées que les autres. Et c'est effectivement la surprise un peu de la soirée ici en Normandie, ce gros écart entre le président sortant et le challenger. Il faut rappeler aussi qu'en 2015, c'était beaucoup plus serré. Donc la déception doit être grande ce soir au Rassemblement national en Normandie, comme je l'imagine. Et puis il y a une configuration de deuxième tour en quadrangulaire, visiblement, avec aussi quelque chose de très intéressant qui pourrait se passer. Est-ce qu'il va y avoir un rassemblement à gauche et que se passera-t-il? On va voir quelques images qui viennent de nous parvenir. À l'instant, c'est Hervé Morin filmé à son QG de campagne à Beuzeville. C'était il y a quelques minutes, très tranquille, avec son équipe de campagne. Hervé Morin, donc, qui avait été donné grand favori, on l'a dit et redit depuis des mois. Et puis finalement, on a raconté cette histoire du coude à coude avec le candidat du Rassemblement national. Est-ce que les jeux sont faits? On pourra se poser la question. Normalement, on attend Hervé Morin sur ce plateau tout à l'heure pour un grand débat entre les finalistes sur ce plateau à partir de 22h15, Émilie. Oui, à partir de 22h15. Et puis quand même, on va accueillir Sophie Gauguin et Madame Lyon-Courtin qui nous ont rejoints ce soir. Merci d'être avec nous. Et puis, il y a 2 autres invités également qui nous rejoindront, qui sont peut-être déjà là d'ailleurs depuis les studios de France 3 Normandie à Rouen. On les rejoindra tout à l'heure. En attendant, quel regard porte-t-il, lui, sur les résultats de cette soirée du premier tour? Il fut président de l'ex-région Haute-Normandie et candidat malheureux à la dernière élection. Il a depuis été élu maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Bonsoir, Nicolas Mayer-Rossignol. Vous êtes avec nous en direct depuis le conseil départemental de Seine-Maritime. Que pensez-vous de ces estimations que l'on donne à voir depuis tout à l'heure et tout particulièrement du score attendu pour Mélanie Boulanger que vous soutenez? Bonsoir, merci de votre invitation. D'abord, 3 messages. Le premier sur l'abstention. L'abstention est beaucoup trop élevée. Je n'ai pas l'habitude d'élever la voix ou de m'agacer, mais là, je voudrais quand même, si vous me le permettez, pousser un coup de gueule, parce que j'ai fait la tournée des bureaux de vote à Rouen et j'ai vu quantité de citoyens qui n'ont pas reçu les documents électoraux, profession de foi, etc. Comment se fait-il que ce gouvernement, que cet État, la 6e puissance mondiale, ne soit pas capable de distribuer à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions, les documents électoraux? Ça, c'est scandaleux. Deuxième message, vous l'avez dit, on nous prédisait le match entre l'extrême droite, M. B, et puis la droite et le centre, M. Morin. Bon, alors c'était M. Morin, M. B, M. B, M. Morin. Ce que l'on voit maintenant, c'est que le vrai match qu'il y aura au second tour, eh bien, c'est entre M. Morin et Mélanie Boulanger et le rassemblement de la gauche et des forces écologistes. En fait, la question qui se pose à tous nos concitoyens maintenant, c'est est-ce qu'on trouve qu'en Normandie, ça va bien? Est-ce qu'on trouve que les trains sont à l'heure? Est-ce qu'on trouve que la qualité de l'air s'est améliorée? Est-ce qu'on trouve que les jeunes restent dans la région et ne partent pas? Ou bien est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut l'alternance? Et c'est le 3e message. Au second tour, souvenons-nous de 2015. Ça s'était joué à un cheveu. Et on sait qu'au second tour, il peut se passer beaucoup de choses, notamment un surcroît de participation. Et donc, tout est possible. Et je le dis à toutes celles et ceux qui ont le cœur à gauche,
qui sont humanistes, progressistes, qui ne sont peut-être pas allés voter au premier tour, des fois ça arrive, on attend le second. La victoire des forces de progrès est possible pour ce second tour. Et j'invite chacune et chacun à se rassembler derrière Mélanie Boulanger. Comment vous allez convaincre ? Comment il faut qu'elle convainque en fait les électeurs, Mélanie Boulanger, d'aller voter aujourd'hui ? Vous l'avez dit, en 2015, ça s'était joué à un cheveu, vous étiez bien placé pour le savoir. Exactement. D'abord, encore une fois, en 2015, je peux le dire pour moi-même, quand on faisait la somme des votes de gauche, nous avions 9 points d'avance, soit beaucoup plus que ce qui se passe ce soir pour M. Morin. Et pourtant, nous avions perdu, j'avais perdu. Ça veut donc dire que la victoire, cette fois-ci, est tout à fait possible. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, tout simplement, c'est que pour le premier tour, et c'était normal, on contestait Madame Boulanger, n'était pas assez connue, elle ne pouvait pas gagner, etc. C'était pas elle le match, c'était M. Morin ou M. B. Ça, c'est fini. Maintenant, il y a un second tour avec M. Morin ou Madame Boulanger. Et donc, il faut se poser des questions simples. Est-ce que vous trouvez, vous, citoyens normands, que les trains, ça va mieux, qu'ils sont plus à l'heure, qu'il y en a plus, que ça fonctionne mieux ? Est-ce que vous trouvez, vous, que la Normandie arrive à mieux former ses jeunes, que les jeunes restent plus dans la région ou qu'au contraire, ils partent ? Est-ce que vous trouvez, vous, que la transition écologique, comme engagée dans beaucoup d'autres régions, est aussi engagée dans notre région ? Moi, je crois que la Normandie peut faire beaucoup mieux. Et la chance que nous avons ce soir, alors que ce n'était pas gagné d'avance, c'est que nous avons une candidate, une femme, un renouvellement, un rassemblement des forces de progrès, des forces écologistes, des forces sociales, des forces républicaines, pour gagner dimanche prochain. Encore faut-il aller voter. Souvenons-nous de 2015, je le dis au peuple de gauche aussi, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Nous pouvons gagner la Normandie dimanche prochain avec Mélanie Boulanger. Merci Nicolas Mayer-Rossignol. Merci beaucoup d'avoir réagi depuis le conseil départemental de Seine-Maritime. On va aller voir s'il y a des résultats qui tombent, des résultats officiels, puisque pour l'instant, nous nous basons, je vous le disais, sur cette étude Ipsos sortie des urnes. Amandine et Simon, est-ce que vous avez des nouvelles des préfectures qui ont validé ou pas ces résultats ? Oui, Franck, on a des résultats pour les départementales dans l'Orne, à l'Aigle. Véronique Louwagie, actuelle députée de l'Orne, et Philippe Van Horn arrivent en tête avec 53,85% des voix, face à Isabelle Clouchet et Pierre Ristic pour le PS et les écologistes avec 25,9% des voix, et le troisième binôme est battu. À Bagnoles-de-l'Orne, Olivier Petitjean et Sylvie Sereb d'Hiver Droite arrivent en tête largement avec 77,66% des voix, face à Rodolphe Duclos et François Toutain pour le Rassemblement national. À Vimoutier, dans l'Orne toujours, Jean-Pierre Ferret et Agnès Lègre d'Hiver Droite, face au Rassemblement national, arrivent en tête et sont élus au premier tour, 80,23% des voix contre 19,7% pour le Rassemblement national. Et Amandine, la dernière liste, on vous l'a déjà donné tout à l'heure, mais il est important. De Balor, Christophe, qui est le président sortant du département et qui est élu au premier tour puisqu'il n'avait pas d'adversaire. On poursuit avec des résultats dans la Manche. Au Pieux, dans le canton des Pieux, Frédéric Bourry, Benoît Fidelin sont en tête avec 45% des voix, face à Sophie Coblot et Jacques Lepetit d'Hiver Centre avec 35% des voix. À Saint-Lô, toujours dans la Manche, le duo Brigitte Boisgéraud, Mathieu Lebrun d'Hiver Centre totalise 52,83% des voix, face à Corinne Barberet et Jackie Riouet, 27,92% des voix. Il y aura donc des seconds tours dans ces deux cantons, tout comme dans le canton de Villedieu-les-Poêles. Je voudrais y revenir un instant pour vous signaler que pour être élu dès le premier tour, il faut non seulement la majorité absolue des voix, mais des suffrages exprimés, mais il faut également un nombre de voix égal ou supérieur au quart des électeurs inscrits. Ainsi, si je vous rappelle le résultat de Villedieu-les-Poêles, le duo Philippe Bas-Martine Lemoine totalise 66% des suffrages, mais ils n'ont pas le quart des inscrits. Il y aura donc un second tour dans ce canton, par exemple, comme dans d'autres.
Voilà. On va continuer notre tour d'horizon des candidats qui nous attendent depuis leur QG ou leur mairie tout à l'heure à Caudebec. C'était le cas pour Laurent Bonneterre. C'est Sébastien Jumel qui nous attend maintenant depuis Dieppe. Merci Franck. Il menait la liste d'union PC, PRG, LFI, la région qui prend soin de la Normandie qui nous ressemble. On le retrouve depuis la mairie de Dieppe où les décomptes ne semblent pas encore terminés. Bonsoir Sébastien Jumel. Pour l'instant, le sondage sur lequel nous travaillons depuis 20h ce soir vous donnerait à 9,8% des intentions de vote à la sortie des urnes. Quelle est votre réaction? Vous visiez très clairement le second tour. Quel est votre sentiment ce soir? Mon premier sentiment, une démocratie malade, un taux d'abstention préoccupant qui interpelle tous les responsables politiques. Deuxième remarque, dans mon territoire, la petite France du nord du département, je progresse entre 15 et 20%, je pense faire plus de 40% dans la circonscription qui est la mienne, et à Dieppe, plus de 53%. C'est vous dire si, quand on est dans la proximité, et qu'on se bat pour faire entendre la voix des pêcheurs, de l'industrie, des services publics, des communes rurales, des agriculteurs, eh bien, ils savent entendre ces combats. Sur un plan plus régional, le faible taux de participation me place autour de 10. Peut-être que je dépasserai les 10 ce soir quand les résultats de la Seine-Maritime seront enregistrés. Mais je constate quand même que... Et moi, ma seule boussole, c'est quoi aujourd'hui? C'est est-ce que, à la faveur des régionales, on va travailler sur le renouveau industriel? Est-ce que la santé, qui est la priorité que j'ai définie dans cette campagne et que les électeurs ont validée, sera une priorité régionale? Est-ce que les communes rurales, les agriculteurs, la France qui manque, les humiliés de la République seront portés? Voilà ce qui me déterminera dans les jours qui viennent et les heures qui viennent. Est-ce que c'est de ça dont vous allez parler avec Mélanie Boulanger en vue de ce second tour, très clairement? De la santé, par exemple. Écoutez, pour l'instant, nous ne nous sommes pas parlé. Elle n'a pas pris le soin de m'appeler. Et pour vous dire, moi non plus. Et donc, on va décanter les résultats, analyser les résultats, mesurer la grosse progression que je réalise en Seine-Maritime, et puis voir comment les choses se passent. Mélanie Boulanger qui vous a lancé un appel tout à l'heure sur le plateau en disant qu'elle souhaitait justement une liste d'union. C'est ce qui s'était passé, on le rappelle, en 2015. Est-ce que l'histoire va se répéter, Sébastien Jumel? Est-ce qu'il y aura une liste d'union de la gauche dimanche prochain, très concrètement? Est-ce que vous le souhaitez? Écoutez, je n'ai pas entendu sa voix porter jusqu'au port de Dieppe, et donc je vais regarder le replay avec beaucoup d'attention. Écoutez, vous serez tout à l'heure avec nous à 22h15 et avec elle aussi, Sébastien Jumel. Si vous avez envie de discuter, nous on sera là, il n'y a pas de souci, pour vous entendre tous les deux. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va écouter une réaction très attendue ce soir, même s'il n'était pas candidat. C'est celle de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, Émilie. Oui, il n'était pas candidat, mais pour autant, c'est vrai que tous les regards étaient tournés vers lui, vers l'actuel maire du Havre, Édouard Philippe, qui cette semaine avait publiquement soutenu les candidats d'Agir pour les cantonales, plus timidement soutenu Laurent Bonneterre, qui pourtant avait le soutien de La République En Marche. On l'écoute, Édouard Philippe. Vous savez, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Hervé Morin est président de la région sortante, il a une notoriété absolument considérable, il a un bilan, et donc il est évidemment dans une situation qui n'est pas identique à celle d'un autre candidat, quel qu'il soit d'ailleurs, qui a moins de notoriété, ne peut pas s'appuyer sur un bilan, et donc est forcément à la peine quand il s'agit d'échanger des arguments dans une campagne qui, par ailleurs, compte tenu des mesures sanitaires, compte tenu de la faible participation, rend difficile pour les candidats l'expression de différences ou même la formulation de propositions. C'est comme ça, il ne faut pas s'en plaindre, il faut le savoir, il faut le garder en tête, il ne faut pas s'en plaindre. Il reste un deuxième tour. Moi, je crois au débat public.
je crois, aux campagnes. Donc je me réjouis qu'il y ait un deuxième tour, qu'on puisse à nouveau, pendant une semaine, peut-être rattraper d'une certaine façon le temps perdu pour échanger sur des propositions, sur des analyses, et puis convaincre celles et ceux qui se sont prononcés au premier tour, mais peut-être encore plus ceux qui n'ont pas choisi d'aller au premier tour, peut-être surpris par la faible notoriété de certains candidats, peut-être désireux d'attendre de voir comment les choses se dégageaient avant de se prononcer. Voilà, on fera réagir nos invités en plateau d'ici quelques secondes et on reparlera bien sûr des régionales, mais on va aussi s'intéresser aux départementales. Si vous le voulez bien, il n'y a pas moins de 131 cantons à renouveler dans nos 5 départements. On va donc rejoindre les équipes en direct des points de duplex depuis les conseils départementaux. On commence tout de suite par la Seine-Maritime où nous attend Catherine Lecomte. Bonsoir Catherine. Un département présidé par le sans étiquette que l'on pourrait plutôt placer au centre, Bertrand Bélanger, qui fédère derrière lui des élus divers droite, du centre, de la REM. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Dites-nous donc, Catherine. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, ici au Conseil départemental de Seine-Maritime, les premiers résultats commencent à tomber, mais ils ne sont que partiels et on attend toujours ceux des grandes villes. Donc, il est encore assez difficile de dégager des tendances. Malgré tout, ce qui se dessine, ce serait des triangulaires dans une bonne majorité des 35 cantons à renouveler, en dépit de la très forte abstention de nombreux binômes auraient atteint en tout cas ce plafond de 12,5% des inscrits pour se maintenir. Et comme les sondages le laissaient présager, on peut assister à une claire montée du Rassemblement national et un retour relatif des votes à gauche. Du coup, l'enjeu est bien de savoir si la gauche pourra profiter de ces triangulaires pour remporter des cantons et combien. Il faudra aussi particulièrement surveiller ce qui va se passer du côté de Gournay-en-Bray ou du Mesnil-Lénard où le Rassemblement national pourrait friser les 30%. Bertrand Bélanger pourra-t-il conserver son fauteuil ou le céder à Christophe Bouillon pour la gauche? Le Rassemblement national qui n'avait jusqu'ici aucun siège au sein du département de Seine-Maritime arrivera-t-il à y faire son entrée? Là encore, tout va dépendre de l'abstention et de son taux qui pourra de toute façon décider de l'avenir du département de Seine-Maritime. Merci Catherine pour ces infos sur le département de Seine-Maritime. Où sommes-nous dans le Calvados maintenant? C'est un département qui depuis toujours est dirigé par des élus centristes. Jean-Léonce Dupont n'est pas en danger a priori, mais il y a quelques points à surveiller. Stéphanie Potet, vous êtes sur place au conseil départemental. Où en est-on? Quelles sont les infos? Eh bien, il y a 2 résultats définitifs pour l'instant. Celui de Caen 2, le canton de la députée européenne Stéphanie Yocourtin pour La République En Marche. Eh bien, c'est le ticket divers droite LR qui va dévancer de 4 points par le duo PCF mené par Marie-Jeanne Gobert. À Hérouville, le canton qui était de Rodolphe Thomas, qui ne se représentait pas, eh bien, c'est le MoDem qui devance le PS. À Bayeux, Jean-Léonce Dupont, le président sortant, candidat à sa succession, serait en tête au premier tour. Vous l'avez dit, mais c'est un résultat provisoire. Des résultats partiels également attendus sur le canton de Trévière, ou bien Philippe Chaperon, qui serait largement devancé par le ticket divers droit. Il serait à 33%. Pour l'instant, le Rassemblement national ne décrocherait pas de siège dans le Calvados. Impossible de savoir pour l'heure si la gauche va sauver ses 10 sièges sur 50 au Conseil départemental du Calvados. Merci Stéphanie. On va partir maintenant pour le département de l'Eure où 23 des 131 cantons normands étaient à renouveler ce soir pour retrouver Frédéric Nicolas qui se trouve en ce moment en direct de la préfecture de l'Eure à Évreux puisque le conseil départemental avait décidé de rester porte close ce soir. Bonsoir Frédéric, un département emmené par une large majorité de droite sous la présidence de Pascal Lehongre et puis un seul élu, La République En Marche, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du seul ministre normand en lice pour ces élections, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Frédéric, est-ce que la majorité départementale semble confortée ce soir ou non? Écoutez, Émilie, bonsoir à tous. C'est difficile de vous répondre pour le moment car il y a très peu de résultats qui remontent. Ce sont que des résultats partiels. Ce dont je peux vous parler, c'est l'ambiance qui est totalement absente. C'est totalement désert ici. Il n'y a personne à la préfecture. On attend Sébastien Lecornu. On ne sait pas encore où il est. Il n'est pas à Vernon. C'est la seule information qu'on a pour le moment. Très peu de monde, car on dit ici que tout le monde maintenant passe la soirée à suivre de son côté les résultats. Le taux de participation qui est très bas, 27,88% à 17h. C'est plus de 18 points de moins
par rapport à 2015. Le directeur de la communication du maire de Val-de-Reuil, qui est lui-même candidat, qui est socialiste, me disait c'est une crise démocratique. Beaucoup d'électeurs rencontrés sur le terrain ne savaient pas qu'il y avait un vote et beaucoup de plis n'ont pas été reçus. Un de vos invités en parlait tout à l'heure, dans plusieurs communes, que ce soit le Vaudreuil, Val-de-Reuil, Léry, Louviers ou encore dans la vallée de l'Andelle. Donc pas de résultat pour le moment. À vous donner au niveau des départementales, juste au niveau des régionales, des résultats partiels à 85% qui placent Hervé Morin loin en tête. Merci Frédéric, bonne soirée quand même, on reste avec nous, hein, vous, et puis vous nous regardez aussi. Hein. Tout à fait, on va prendre maintenant la direction du département de l'Orne, où la majorité de droite n'est pas en danger. La question c'est de savoir si des élus du Rassemblement national vont pouvoir arriver dans cette assemblée départementale. Aymeric Dany est sur place, il y a une certitude ce soir, Aymeric, c'est que le président sortant, Christophe Deballer, lui, va récupérer son siège. Oui, alors bonsoir. Ça, c'est une formalité. Il était tout seul à se présenter dans son canton d'Écouves et donc il a réussi à obtenir 25% des électeurs inscrits. Donc il est de facto réélu dans son canton. Pour les 20 autres cantons du département de l'Orne, la tendance est à peu près similaire à ce qu'il y avait en 2015. C'est-à-dire que les cantons qui sont déjà dirigés par les partis de droite, par des binômes de droite, eh bien, ce sont des binômes de droite qui arrivent en tête à l'issue de ce premier tour. Je pense notamment à Séton, à l'Aigle, au canton de Damigny ou au canton de Domfront. Et les quelques cantons détenus par la gauche, comme la Ferté-Massé, Flers 1 ou Alençon 2, mais là, c'est la même chose. Ce sont des binômes de gauche qui arrivent en tête. Il y a ici également Argentan 1 avec Frédéric Leveillé qui est arrivé en tête à l'issue de ce premier tour. Au final, la surprise, c'est un petit peu le score assez faible, assez modeste du Rassemblement national, qui avait pourtant beaucoup d'ambition ici dans l'Orne. Le leader du parti dans le département, Romain Barrel, n'arrive que 3e à Argentan 2, avec 19,72% des voix. Et Claire-Emmanuelle Gower, avec son binôme, n'arrive que 3e également à Assé, avec 16,23% des voix. Enfin, le canton de Tourouvre, qui avait été, je vous le rappelle, en 2015 premier à l'issue du premier tour, ne se classe seulement que 3e avec 22,66% des voix. Et au total, dans tout le département de l'Orne, le Rassemblement national ne cumule que 11,84% des votes exprimés. Au final, dans l'Orne, comme dans beaucoup de départements en France ce soir, le grand gagnant, c'est l'abstention avec 64,40%. Merci Aymeric. Donc, information, c'est qu'il y a un président sortant qui récupère son siège et qui sera candidat à sa succession dans le département de l'Orne. Ce n'était pas une surprise. On va voir arriver certainement de nouvelles têtes, notamment dans le département de la Manche, là aussi, où le président sortant, pour le coup, Marc Lefebvre, lui, ne se représentait pas. Où en est la situation dans ce département de la Manche? On va retrouver Pauline Comte. Eh bien, ici, comme ailleurs, le faible taux de participation, c'est ça qui préoccupe puisqu'il atteint 34%. C'est 16 points en moins qu'en 2015 dans la Manche. Alors, le département de la Manche est ancré à droite depuis des décennies. Sans grande surprise, la droite devrait donc dominer. Pour l'heure, seuls les résultats définitifs du canton de Villedieu-les-Poêles sont connus. C'est un duel droite-gauche qui s'annonce au second tour. Tout comme cela devrait être le cas dans le canton de Saint-Lô 1. Dans celui de Pontorson, c'est un duel droite et Rassemblement national qui se profile. Qui sera le nouveau visage du département? C'est la question qui se pose, Franck, puisque l'actuel président Marc Lefebvre ne brigue pas de nouveaux mandats. Merci Pauline. Sur ce plateau, nous ont rejoint Stéphanie Yoncourtin, députée européenne, proche de la majorité présidentielle, proche du président Macron. Vous étiez sur la liste de Laurent Bonnater et Sophie Gauguin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes colistière d'Hervé Morin, première vice-présidente de la région. Quand on voit le score d'Hervé Morin, alors qui est à confirmer, on est sur une étude Ipsos qui le donne à plus de 35% des voix. Est-ce que c'est une surprise pour vous, ce score ? C'est-à-dire déjà, c'est un premier démenti des derniers sondages, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est une belle marque d'encouragement que les Normandes et les Normands nous envoient à l'occasion de ce premier tour. D'ailleurs, je voudrais les remercier. C'est à eux que j'adresse mes premiers mots, parce qu'ils se sont déplacés. On voit bien que l'abstention est un sujet majeur sur ce premier scrutin. Donc merci aux Normandes et aux Normands de s'être déplacés et d'avoir confirmé leur souhait de valider un bilan et aussi donner une espérance pour la région Normandie sur un programme solide. Ce résultat, il est dû à quoi? Il est dû à la personnalité d'Hervé Morin. On a voté pour le candidat
pour Hervé Morin, pour le président sortant? Alors, on a voté certainement aussi pour des résultats. On a été sur le terrain en permanence depuis 2016. On a défendu la Normandie à chaque fois qu'il a fallu. Les résultats sont là. Ce sont des chiffres qui pèsent au niveau économique et dans d'autres domaines. Et aussi parce que, oui, Hervé Morin a incarné la région Normandie réunifiée. Il l'a d'abord voulu, il l'a porté, il l'a défendu et il l'a incarné. Et je crois que ça aussi, les Normandes et Normands qui sont attachés à la défense de leur territoire se sont reconnus dans notre liste, composée aussi avec des élus très ancrés sur les territoires de Normandie. Stéphanie Yon-Courtin, vous avez changé de collectivité, si je veux dire, puisque vous étiez élue au département du Calvados, députée européenne, et puis vous êtes mis sur la liste de Laurent Bonnater pour la majorité présidentielle. Le score de Laurent Bonnater, on peut peut-être le revoir, c'est un peu plus de 11% des voix. La stratégie pour le second tour, c'est quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir des alliances, ou est-ce que c'est une quadrangulaire et puis on reprend les mêmes et on recommence pratiquement? Écoutez, moi on n'en est pas là. Simplement, moi, je trouve que c'est d'abord un score honorable parce qu'en fait, on n'était pas connus encore il y a 3 mois. Édouard Philippe a parlé effectivement de David contre Goliath, c'est un peu ça. On s'est retrouvés dans une campagne dans laquelle il nous a été quasiment impossible d'exister face à des sortants qui jouaient un peu l'ambiguïté entre être aux affaires et puis en même temps être candidat. Donc c'est un peu plus compliqué effectivement d'exister. À cela s'ajoute le cafouillage des plis. Donc moi, je veux quand même ajouter quelque chose qui est important, c'est le taux d'abstention qui est historique et qui brouille les résultats encore plus pour le second tour, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un deuxième tour. Et qui donne de l'espoir, du coup, aussi. Et qui donne beaucoup d'espoir et qui montre aussi, moi je pense aux 2/3 de personnes qui n'ont pas voté, à celles qu'on a pu quand même un peu rencontrer, 2/3 de personnes qui n'ont pas voté. Donc je crois que cette prime au sortant, forcément, elle a énormément, on le voit partout en France. Hervé Morin a fait le plus mauvais score, un des plus mauvais scores de tous les présidents sortants en France. Et quel rôle vous pourrez jouer demain si les scores se confirment au second tour avec 11% des voix? Vous êtes, je le disais, députée européenne, vous avez choisi la région. Quand on est en 4e position, quelle influence on peut avoir dans les décisions de la région? Quel rôle vous jouerez demain? C'est d'abord une influence de méthode, et que je sois élu ou pas élu, je l'ai toujours fait. Moi, je ne suis pas dans le clivage et dans l'opposition permanente au gouvernement. On est dans une période de crise qui nécessite qu'on travaille à la fois au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Je prends un exemple, nos pêcheurs. Rien n'a été fait sur la pêche. Non, mais je veux le dire. Et donc, je crois que vraiment, de la même façon, moi, je prends des trains très régulièrement. J'ai pas de chauffeur et j'aimerais beaucoup que les trains soient un petit peu plus ponctuels. On a un invité. Moi, je voudrais qu'on parte à l'autre bout, justement, de la Normandie, direction le plateau de Rouen, où nous retrouvons Guillaume Penel. Il nous attend depuis tout à l'heure pour le Rassemblement national. Vous meniez campagne pour les départementales à Rouen, Guillaume Penel. Une première réaction, tout d'abord, aux résultats obtenus par Nicolas Bay ce soir. Bonsoir. Oui, bon, on pouvait bien sûr espérer plus, mais vous savez, quand vous avez 70% d'abstention, ça pose un véritable problème. Et puis, un responsable, c'est l'État. Je pense qu'il faut véritablement insister. Le gouvernement a tout fait pour que les Français n'aillent pas voter. Donc, j'entends, Madame Gauguin, j'entends des responsables politiques se satisfaire de leurs résultats. Mais ils ont été élus parfois avec moins de 10... Enfin, ils ont été élus au départemental. Et ils ont des scores... en fait, qui regroupe moins de 10% des inscrits. Donc, en fait, c'est une élection fantôme. Donc, il y a un responsable, l'État. Monsieur Meyer-Rossignol, avec qui je ne partage pas beaucoup d'idées, a raison. L'État a confié à la société Adrexo la distribution des circulaires. Ça a été fait dans des circonstances absolument scandaleuses. Il y a un responsable, encore une fois, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. Aucun spot publicitaire à la télé pour prévenir qu'il y avait des élections. Tout a été fait pour qu'on assiste à des élections fantômes. Première chose. Deuxième chose, il y a un deuxième tour. Donc, nous appelons au Rassemblement national à nous mobiliser. Notre électorat, il est là, il existe. Pour des raisons très diverses, il ne s'est pas déplacé. Donc on a cette capacité à regrouper un très très grand nombre d'électeurs et d'aller titiller Hervé Morin. Vous savez, les abstentionnistes expriment souvent un mécontentement. On peut bien sûr les comprendre. Mais il faut leur parler à ces abstentionnistes et leur dire, vous savez, vous n'allez pas voter, donc finalement, ceux qui vont rester au pouvoir, c'est les sortants, ceux qui échouent depuis... trop d'années. Monsieur Morin, c'est tranquille, c'est pépère. On ronronne, on ne fait rien pour la Normandie, et puis on va se satisfaire d'arriver en tête avec un score, certes, de 35%, mais qui ne représente absolument pas les Normands. Guillaume Penel, donc, haut les cœurs, il faut aller voter, il faut aller se mobiliser. C'est important pour la semaine prochaine.
certes, le premier tour est certes un peu décevant pour le Rassemblement national, mais vous verrez qu'il y aura des surprises au second tour. Il semblerait, parce qu'on parle déjà de cantons où le RN aurait fait des progrès, notamment en Seine-Maritime, dans la métropole, à Gournay-en-Bray ou encore à Ménil-Lénard. Oui, non, mais il y aura probablement de bonnes surprises. C'est un fait. Il y aura probablement de bonnes surprises. On regardera les résultats en détail, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que nos électeurs puissent se mobiliser. Vous savez, encore une fois, tous ces gens qui réalisent des bons scores ce soir sont contents. Ils peuvent se dire oui, c'est dramatique, l'abstention, vous savez, ça pose problème. Mais dans la réalité, eux, ils s'en moquent parce qu'ils vont rester au pouvoir. Et ceux qui, malheureusement, seront sur le plan, ceux qui vont rester dans leurs difficultés, ce sont les Français, ce sont les Normands. On viendra vers vous, Guillaume Pénel. On viendra vers vous. Il y a deux scrutins. Il y a celui des régionales qu'on commande beaucoup, il y a celui des départementales également. Oui, on va partir dans l'heure, Franck, avec Frédéric Nicolas, qui se trouve en ce moment toujours en préfecture à Évreux, mais il semblerait qu'il y ait du monde maintenant avec lui. À ses côtés, on le voit, Marc-Antoine Jamet, candidat du PS Europe Écologie Les Verts dans le canton de Val-de-Reuil. La gauche qui aurait aimé retrouver la tête du département perdu au profit de Sébastien Lecornu, c'était en 2015. La marche est haute, mais ça reste possible. Frédéric, dites-nous. Oui, effectivement, Émilie. Donc, la liste d'hiver droite emmenée par Sébastien Lecornu, effectivement, avait ravi le département en 2015 après 14 ans de socialisme et avec Jean-Louis Destin à sa tête. Bonsoir, Marc-Antoine Jamet. Bonsoir. Vous êtes donc maire de Val-de-Reuil, conseiller régional, et vous étiez candidat dans votre canton de Val-de-Reuil. Qu'en est-il pour vous ce soir? Eh bien, la gauche fait pratiquement 70% des voix, mais à quelques dixièmes de dixièmes, nous n'arrivons pas à faire les 25% d'inscrits, ce qui d'ailleurs permet de s'interroger sur le gouvernement qui n'a pas voulu ou qui n'a pas pu distribuer un certain nombre de documents officiels, ce qui permet de s'interroger évidemment sur la politique de la chaise vide qu'avait menée M. Lecornu et sur la volonté globale de la droite et En Marche d'anonymiser, d'escamoter, de passer à la trappe cette élection. C'est un petit peu dommage, les électeurs sont probablement les premières victimes de cette attitude. Il y aura donc un second tour pour vous venez de l'expliquer. Globalement, vous avez des remontées qui ici on a quelques résultats. Est-ce que vous êtes confiant pour la gauche ou pas? Confiant pour la gauche, je n'en sais rien. Confiant pour la gauche à la région, oui, et Mélanie Boulanger. Je vois qu'elle fait un remarquable score, qu'elle se pose comme une alternative à gauche. La gauche représente... Mais au département. Au département, il y a de bons résultats que je note. Il y a Michael Onodibio qui est 300 voix derrière Bruno Kettel qui mériterait d'en avoir 800 derrière. Il y a Frédéric Delamarre qui fait un remarquable résultat à Bernay-Serquigny qui est derrière Wagner, là encore à 300 voix. Il y a Philippe Brun à Louviers qui est également à 300 voix derrière Madame Terlez. Il y a de très beaux... Il y a Arnaud Levitre qui est en passe de l'emporter. Donc il y a des résultats qui me remontent moi aussi peu à peu et qui ne sont pas mauvais. Donc je suis content. Il y a parfois des dissidences que je regrette. À Gaillon, nous étions largement devant et puis la dispersion des voix fait que nous n'arrivons pas à concrétiser cette avance. Mais je trouve que la gauche dans ce département, après, vous aviez parlé de 15 ans de socialisme ou 13 ans de socialisme, 6 ans de Lecornu, c'est pire que 30 ans de goulag d'une certaine façon. Et je plaisante. Okay. Non, ne plaisantons pas, mais la manière qu'a eu la droite de gouverner ce département et d'avoir aucun intérêt pour l'éducation et la santé pose par exemple problème pour l'emploi et la stratégie économique. Je vais vous couper, monsieur Jamet, merci. Et monsieur Lecornu qui pourra répondre tout à l'heure. On l'attend ici d'une minute à l'autre. Il y a 23 cantons dans l'heure, 585 communes, donc ça prend du temps évidemment de faire remonter tous ces résultats. Oui, en Seine-Maritime. En Seine-Maritime, j'y viens, Franck, où on va retrouver Catherine Lecomte à Rouen, où vous n'êtes plus seule, Catherine, visiblement, puisque se tient auprès de vous, je le vois maintenant, le président sortant de la majorité départementale, Bertrand Bélanger. Oui, tout à fait. Nous sommes effectivement en compagnie de monsieur Bélanger, président sortant sans étiquette, mais à la tête d'une majorité départementale qui va des Républicains aux centristes en passant par quelques membres de la REM. Alors déjà, vous vous présentiez dans le canton de Mont-Saint-Aignan. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats, monsieur le président? Oui, les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais je suis effectivement avec madame Flavigny, mon binôme, assez largement en tête sur le canton de Mont-Saint-Aignan, Déville-les-Rouen. Et pour le département, est-ce que vous avez quand même déjà des premières tendances? Parce qu'on a beaucoup de mal à avoir des résultats ce soir ici. Oui, vous savez, d'abord parce que les élections départementales sont dépouillées après les élections régionales. Mais nous avons effectivement une tendance qui se dessine, qui est assez favorable pour la majorité départementale. Les conseillers départementaux sortants, tout particulièrement, sont assez largement en tête dans leur canton. Voilà, je pense que c'est naturellement le témoignage aussi de la qualité de la gestion du département pendant ces 6 années. Est-ce qu'on pourrait s'orienter vers des triangulaires ou pas du tout finalement ?
Alors, vraisemblablement pas, parce que le niveau de participation est extrêmement faible. J'en profite d'ailleurs pour le dire, en fait. Nous avons rarement connu un taux de participation aussi faible, alors qu'il s'agit d'une élection qui concerne la vie quotidienne de nos concitoyens depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé. Écoutez, on va vous remercier beaucoup et on vous donne rendez-vous le week-end prochain. Avec plaisir, merci. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'enjeu dans les élections départementales? Ça peut bouger politiquement. Quel sera le poids politique de la gauche dans le département de la Manche? Qui sera le futur président? On va retrouver Pauline Comte, qui était à Saint-Lô avec Philippe Gosselin. Effectivement, nous sommes avec Philippe Gosselin. Alors, première question, Monsieur Gosselin, le taux de participation est historiquement bas, 34% dans la Manche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inquiète finalement? Et bien sûr que ça nous inquiète et tous. Je crois qu'il n'y a pas un républicain, un démocrate, un citoyen qui ne puisse être alarmé par un tel résultat. Ce que je trouve aussi très inquiétant, c'est que élection après élection, on commente ce taux de participation qui est toujours de plus en plus bas. Alors il y a plein de raisons, le temps, le matériel électoral qui n'est pas arrivé, l'ambroglio dans les compétences, on ne sait plus qui fait quoi, etc. Mais ça ne suffit pas à expliquer concrètement les choses. Donc oui, c'est une inquiétude. Maintenant, quand on a dressé ce tableau, ce constat et les raisons, que fait-on et comment fait-on? Ça reste une question pour tous les partis politiques et tous les candidats, c'est évident. Concernant les résultats du canton dans lequel vous vous présentez, de Saint-Lô 1 avec votre binôme Adalomé, qu'est-ce qui vous inspire ces résultats qui ne sont pas encore définitifs? Non, si ce n'était donc cette participation que j'évoquais à l'instant, on pourrait se réjouir parce que très clairement nous sommes en tête dans toutes les communes du canton, donc dans les 10 communes du canton, et non seulement nous sommes en tête, mais nous sommes majoritaires, c'est-à-dire plus de 50% dans toutes les communes du canton, y compris sur la ville de Saint-Lô, ce qui n'était pas une évidence. On fait des scores qui vont de 50 et des brouettes à 60, 70%. Donc c'est un très bon résultat. S'il n'y avait pas un taux de participation aussi faible, nous serions d'ailleurs élus au premier tour. Mais tout ça n'incite pas à se reposer. Le match n'est pas joué, donc il faut se mobiliser, que nos électeurs aussi aient conscience des enjeux. Donc voilà, rendez-vous dimanche, ça c'est clair. Merci Monsieur Gosselin. Merci Pauline et merci à Philippe Gosselin. On va prendre la direction maintenant du département du Calvados, où nous attend Stéphanie Potet qui se trouve avec Jean-Léonce Dupont, le président sortant. Voilà, le président sortant élu depuis 2011 et Monsieur Dupont, est-ce que vous avez des résultats déjà sur votre canton, celui de Bayeux? Pas encore définitif, pour l'instant à 85-90% de dépouillement. Le score que je fais avec Mélanie Lepoultier est a priori de 58% des voix. Mais je dis immédiatement qu'en fonction du taux de participation, ces 58% ne permettent pas d'être élus au premier tour. Il y aura un deuxième tour, et je le dis pas d'ailleurs pour tous les cantons. Il faut rester évidemment mobilisé pour le deuxième tour. Évidemment, l'abstention qui a été forte dans le Calvados comme partout. Quelle est votre réaction à ce sujet? Je crois qu'il y a plusieurs éléments d'analyse. Il y a probablement, vous le savez bien, une baisse de participation structurelle depuis un certain nombre de scrutins, auxquels s'est ajouté des conditions d'organisation qui objectivement n'étaient pas tout à fait simples, puisque, y compris dans la documentation officielle, un certain nombre de documents n'ont pas été réellement distribués, et puis toujours un petit peu d'appréhension de la phase Covid. Je crois que l'ensemble, effectivement, explique cette faiblesse de participation. Un département où vous avez toujours joué un rôle de rassembleur, si les choses se passent comme vous voudriez qu'elles se passent, vous allez continuer dans cette voie de rassembler gauche, droite? Vous savez, je crois que c'est reconnu qu'effectivement, nous sommes dans deux champs de compétences que sont les solidarités aux personnes, les solidarités aux territoires. Et quand vous êtes dans la démarche d'intérêt général, en réalité, beaucoup de personnes peuvent se retrouver. Et moi, j'ai toujours dit que je souhaitais rassembler l'ensemble des bonnes volontés qui voulaient travailler dans le cadre de l'intérêt général du Calvados. C'est ce que fait la majorité départementale, qui est effectivement, pour l'instant, assez large et dont j'espère qu'elle pourra se maintenir au même niveau. Voilà, avec le Rassemblement national qui ne devrait pas rentrer, selon les premiers résultats, dans cet hémicycle pour ces départementales, d'après les résultats que nous avons pour le moment.
Merci Stéphanie. On va partir maintenant dans le département de l'Orne, à Alençon, où nous attend Aymeric Danis. Vous êtes avec peut-être le futur président, il va certainement se représenter. Il est élu ce soir, conseiller départemental, c'était le seul candidat, c'est Christophe de Ballor. Christophe de Ballor, donc le président sortant du conseil départemental. Bonsoir Christophe de Ballor, merci de répondre à notre invitation. On nous demandait là à l'antenne, est-ce que vous allez vous représenter pour un nouveau mandat du coup, maintenant que vous êtes élu ici dans votre canton de Découvre? Normalement oui, c'est comme ça que c'est prévu. Je dois dire que ce premier tour des élections départementales dans l'Orne s'est plutôt bien passé pour la majorité départementale. Il y a 3 cantons pour le deuxième tour où des candidats de la majorité départementale seront opposés donc avec des positions très favorables pour nos candidats. Nous avons d'ores et déjà gagné 5 cantons et dans 7 cantons, la majorité départementale est en tête. Elle a dépassé les 50%, mais elle n'a pas obtenu les 25% des inscrits et donc il faudra aller au deuxième tour pour ces 7 cantons-là. La majorité de droite sortante est en position de force à l'issue de ce premier tour. Oui. Et il y a une surprise, c'est le score assez faible et assez modeste du Rassemblement national. Quel est votre sentiment sur ce score? Oui, c'était une surprise. C'est d'ailleurs vrai également pour les élections régionales. C'est vrai pour les élections départementales où on avait entendu parler des ambitions de ce mouvement politique sur un certain nombre de nos cantons. Ça sera pas le cas puisqu'ils ne seront pas présents au deuxième tour, notamment sur le canton de Tourouvre. Et il y a quand même eu un fort taux d'abstention ici dans le département de l'Orne, plus de 64%. Comment vous expliquez cela? Oui, ça c'est une grande déception parce que c'est une abstention qui touche maintenant des élections de proximité. Et voilà, autant auparavant, cette abstention touchait des grandes élections, les européennes par exemple, même s'il ne fallait pas s'en satisfaire. Là, on est sur des élections de proximité, donc c'est une grande déception de voir cette abstention. Il faut dire que les circonstances s'y prêtent. Voilà, l'organisation même de ces élections a été mal faite. Je pense en particulier à la livraison de la propagande, des bulletins électoraux, voilà, des bulletins de vote. Donc, beaucoup d'électeurs se sont plaints, à juste titre, comme les maires d'ailleurs, que voilà, ces éléments indispensables à une élection ne sont pas arrivés jusqu'à dans les foyers. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Christophe de Ballor d'avoir répondu à nos questions. Merci Aymeric et merci Christophe de Ballor. On va faire un point résultat maintenant avec Amandine et Simon. Oui, des résultats dans la Manche, notamment à Valognes. Christelle Castelin et Jacques Coquelin d'Hiver Droite arrivent en tête avec 78,9% des voix. Le deuxième binôme du Rassemblement national, 21,04%. Toujours, dans l'Orne, à Argentan. Sandrine Fouché, Chazé, Frédéric Godet d'Hiver Centre arrivent en tête, mais de peu avec 38,23% des voix. Florence Écobichon et Yannick Joadet pour la d'Hiver Gauche arrivent en deuxième position avec 34%. Et la grande surprise, c'est le président du Rassemblement national dans le département qui n'est qu'en 3e position avec 18%. Quelques résultats dans le Calvados à Caen, 5, le duo Alexandra Beljoudi, Éric Vève est en ballottage favorable avec 54,5% des voix face à Gabin, Mougard et Émilie Rochefort. À Caen 4 maintenant, le canton du sortant Gilles d'Éterville, c'est Francis Joly, Martine Kerguelen qui sont en tête en ballottage favorable avec 49,5%. Enfin, les sortants à Caen 3 maintenant, le canton de Caen 3, les sortants Salia Achouchi, Antoine Casini sont un ballottage favorable, 57,6%. Du côté des régionales, on ne vous a pas donné des résultats tout simplement parce qu'on ne les a pas. Les dépouillements sont en fonction des départements terminés à 70-90%. Donc on vous promet qu'on vous donnera des résultats même s'ils sont plus que partiels à 22h15. À tout à l'heure. On espère, on y croit, Amandine. Avant de se quitter, peut-être une dernière réaction, une analyse, Bruno Cotresse, avec vous. Depuis tout à l'heure, depuis qu'on a les candidats, depuis qu'on a les journalistes, on entend parler de ces histoires de bulletins. À votre avis, ça va aller jusqu'où ? Oui, c'est clair que c'est fait tout à fait marquant de notre deuxième tranche d'information ce soir. C'est apparu fortement, pratiquement tous ceux qui nous ont parlé, tous les candidats qui ont réagi,
on en parlait. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui va être mis sur la table au lendemain des élections. Qu'est-ce qui peut se passer? Des recours? Qu'est-ce qui peut se passer effectivement? Sans aucun doute. Et ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné où on se pose des questions sur le fait de faciliter le vote, beaucoup de gens réfléchissent au retour du vote par correspondance. C'est extrêmement fâcheux de voir ces problèmes, alors qu'il va y avoir, lié à l'abstention, sans aucun doute, beaucoup de réflexions sur les modalités du vote et des réflexions à nouveau sur le vote par correspondance. Donc l'expérience qui s'est passée en région Normandie, de ce point de vue-là, c'est vrai, ne va pas dans le bon sens. Il y a d'autres enseignements qu'on peut tirer de ce qui vient de nous être dit. Au fur et à mesure que les résultats des élections départementales tombent, on voit à la fois la myriade des situations différentes, beaucoup de primo-sortants, des têtes nouvelles qui apparaissent. Mais alors, il y a une situation tout à fait incroyable ce soir, c'est le nombre de candidats qui ont obtenu une majorité de suffrages exprimés et qui, pour autant, sont toujours en ballottage parce qu'ils n'ont pas obtenu le quorum. Parce qu'il n'y a pas eu assez de votes. Merci. Niveau d'abstention. Merci Bruno, merci Émilie. On se retrouvera tout à l'heure pour un nouveau point sur ces élections régionales et départementales. On va laisser la parole maintenant à l'antenne nationale et à Carole Gessler et Francis Letellier pour faire un point sur l'ensemble des régions.